commencer, les Blues Brothers commencent avec le micro d'Olivier. Bonjour à toutes et à tous, David Barrault, je suis rédacteur en chef aux Échos. Ravi de vous accueillir pour cette septième édition du think tank Agro. Je vais animer toute cette matinée en format hybride, à la fois à distance et puis quelques invités dans la salle, avec mon père, Olivier Dauvert. Bonjour à tous. Donc, une matinée assez riche, assez dense, très séquencée, avec des invités de prestige, à commencer par notre ministre de l'Agriculture, Monsieur Julien de Normandie. Juste pour vous redonner le contexte, donc le think tank Agro, c'est un club de réflexion qui se veut être aussi une force de proposition. Les discussions sont libres, les points de vue sont divers et variés. L'objectif, c'est pas de trouver à chaque fois des solutions totalement consensuelles, mais c'est d'arriver quand même à une forme de consensus et de faire émerger des idées pour que l'agroalimentaire française, comme on dit de la fourche à la fourchette, soit collectivement plus efficace, plus productive, meilleure, gagne des parts de marché et permette à tous les acteurs de la filière de vivre correctement. Aujourd'hui, septième année, différentes propositions vous êtes détaillées ce matin. Les recommandations vont être présentées en partie par Olivier et débattues par ceux qui ont contribué au débat cette année. Je vais passer la parole tout de suite à Pierre Louette, président qui est à la tête du groupe Les Échos, le Parisien, qui va vous dire quelques mots d'accueil, et puis ensuite Monsieur de Normandie. Pierre. Merci beaucoup. Merci mon cher David. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le ministre, cher Julien. Grand bonheur de te retrouver là. Avec Julien, on a une histoire un peu particulière parce qu'on a beaucoup parlé fibre, mais ce n'était pas une fibre alimentaire, c'était le déploiement de la fibre télécom dans le pays, mais c'est un fil conducteur en fait dans nos vies. On l'a déployé d'ailleurs, enfin, les opérateurs, ceux qui sont restés dans les télécoms l'ont déployé. Et puis maintenant, on se retrouve pour parler d'autres sujets qui sont extrêmement passionnants. Alors, je ne connaissais pas de la fourche à la fourchette. J'ai l'impression que c'est une private joke au sein de ce think tank, ou ce action tank, parce que j'ai l'impression qu'il s'agit de passer à l'acte. Donc, très jolie expression qui résume bien les enjeux de cette thématique. Cette thématique nous est très chère. On a développé au sein du groupe Les Échos Parisiens maintenant une newsletter consacrée à tout ce qui est alimentaire. On sait que ces sujets et toute l'industrie dont David parle savamment avec l'ensemble de la rédaction des Échos, ces sujets sont au cœur des préoccupations des Français. C'est bien d'avoir en commun et de partager des préoccupations de cette nature-là. L'approvisionnement, la distribution, la qualité, et puis la variété, et puis la diversité de tout ce qui est mis sur les tables des uns et des autres. Donc moi, je suis vraiment enchanté qu'on puisse vous accueillir ici. On reprend le cycle d'événements. Donc on est là, comme vous le voyez, dans des règles de distanciation, et puis il y a beaucoup de spectateurs à distance. On a pu récemment tenir Vivatech, qui était le premier grand événement qui s'est retenu en physique depuis l'entrée dans cette ère de pandémie et de confinement successifs dont on espère bien être entièrement sorti. Je voulais vous souhaiter de très bons travaux. J'ai l'impression que c'est dense et que ça va bien vous occuper. Merci d'être venu. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Merci à toi, cher Julien, d'être là. Ça me fait très plaisir, vraiment. Et donc, je crois qu'on va te céder la parole. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Monsieur le Ministre, Julien de Normandie, the floor is yours. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Pierre. Bonjour à toutes et tous, Monsieur le député, cher Jean-Baptiste. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir convié à cet événement, cette restitution de l'édition numéro 7 de votre livre blanc sur le citoyen consommateur, un acteur de la souveraineté alimentaire. Vous remercier parce que c'est vraiment avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris connaissance des 13 recommandations de votre livre blanc, avec beaucoup d'intérêt, et je suis très content ce matin de pouvoir venir participer à vos réflexions. Je salue également le président de Rungis, que je crois deviner derrière les projecteurs, cher Stéphane. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir venir participer et contribuer à vos réflexions, sans avoir des réponses à tout et sans détailler les 13 recommandations que vous préconisez dans votre rapport. Et je crois que ce qui m'intéresse le plus, à vrai dire, c'est l'approche qui a été la vôtre. Je pense que à peu près tout est résumé dans le titre de cette édition, faire du citoyen consommateur un acteur de la souveraineté alimentaire. Pourquoi je pense que à peu près tout est résumé dans ce titre? D'abord parce que vous traitez de la souveraineté alimentaire, et depuis le premier jour de ma prise de fonction, un an jour pour jour d'ailleurs,
aujourd'hui, j'ai fait de la souveraineté alimentaire le fer de lance de l'ensemble de mon action. Pour ceux qui me connaissent, vous m'avez déjà entendu dire que je fais partie de ceux qui sont persuadés qu'il ne peut y avoir de pays fort sans agriculture forte. D'ailleurs, quand vous prenez ce qui s'est passé au fil des siècles et même des différentes civilisations, toutes les grandes nations, toutes les villes même, se sont construites autour du sujet de la nutrition, de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire. On parlait de villes nourricières, on parlait de grandes nations, de puissances agroalimentaires. Et tout cela s'est fait dans un passé récent, dans l'après-guerre, dans la géopolitique entre les États-Unis d'Amérique et la constitution de l'Europe, le traité de Rome, la fin des années 50, le début des années 60. Et puis la période actuelle. Dans la période actuelle, on a vu que la Covid a mis en exergue les pays qui avaient une capacité de souveraineté alimentaire et ceux qui n'en avaient pas. Et parfois des pays très proches, je pense au Royaume-Uni, ils ont manqué d'aliments sur leurs étals parce qu'ils n'avaient pas la puissance agroalimentaire d'un pays comme la France. Et donc, ce sujet de la souveraineté alimentaire, pour moi, c'est le fer de lance, c'est la vision politique, c'est l'action qui doit être la nôtre, et toutes les recommandations que vous formulez en ce sens trouvent un écho particulier dans l'action que je peux mener, que ce soit au titre du plan de relance, que ce soit au titre des lois que nous passons avec mes amis parlementaires, ou que ce soit au niveau européen avec la politique agricole commune que nous sommes en train de finaliser. Mais le deuxième élément très important dans votre titre, c'est que vous parlez du citoyen consommateur. Et donc le sous-entendu, c'est que vous mettez en avant le rôle de chacun. Le rôle de l'État, évidemment, je l'évoquais sur le plan de relance, la politique agricole commune, je pourrais l'évoquer sur beaucoup de sujets que nous lançons, mais également le rôle des acteurs privés. Il ne faut pas oublier que le monde agroalimentaire est un monde profondément privé. On vient de lancer, et j'en suis extrêmement fier, une grande campagne de communication pour inciter la jeunesse de France à faire le choix, comme ici certains l'ont fait, y compris moi-même, de ces filières agroalimentaires, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des études supérieures ou dans le domaine de la formation professionnelle. Et la dénomination de cette campagne, ce sont les entrepreneurs du vivant. Parce que oui, le monde agricole est un monde d'entrepreneuriat, et le monde agroalimentaire est profondément un monde d'entrepreneuriat. Mais le troisième acteur, c'est évidemment le consommateur, le citoyen. Et c'est, à mes yeux, quelque chose d'essentiel. Et je voudrais partager avec vous une question et trois réflexions. La question, c'est de savoir comment on embarque le consommateur citoyen dans la défense de notre souveraineté alimentaire. C'est ça le cœur du sujet. Comment embarquer le consommateur citoyen dans la défense et la consolidation de notre souveraineté alimentaire. Cette souveraineté alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir d'un certain nombre de dépendances pour regagner en autonomie, avec parfois des sujets qui sont méconnus, mais qui sont, quand vous prenez du recul, d'une incroyable, soit parfois hypocrisie, soit parfois fonctionnement qui ne peut durer. Je pense par exemple aux protéines végétales. Aujourd'hui, on importe du soja brésilien. Bon, le soja brésilien, c'est l'importation de la déforestation. Et c'est pour ça que moi, je me bats énormément avec beaucoup d'acteurs pour relocaliser la production de protéines dans notre pays. C'est à mes yeux fondamental et c'est l'un de nos premiers enjeux de souveraineté, mais aussi environnementaux. La souveraineté, c'est aussi sortir de la dépendance des marchés. J'y reviendrai, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a une vraie question de régulation de marché. C'est de sortir de la dépendance vis-à-vis des aléas du changement climatique. Quel plus grand défi dans ce monde agroalimentaire que le changement climatique? L'épisode de gel ces dernières semaines nous l'a encore rappelé. Et puis, c'est d'assurer le renouvellement des générations, et vous faites plusieurs recommandations d'ailleurs en ce sens. Et donc la question, c'est comment le consommateur citoyen arrive à nous permettre de sortir de ces dépendances pour regagner cette souveraineté. Et à cette question, je voudrais partager 3 points de réflexion avec vous qui font écho à certaines de vos recommandations et parfois viennent critiquer, mais de manière constructive, un certain nombre de vos recommandations. La première réflexion, c'est que je pense que un écrivain suisse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Metin Arditi, parlait, quand il évoquait l'esprit français, de la cohabitation des contraires. Cette cohabitation des contraires, elle est propre
et ça fait le charme de l'esprit français, mais elle est très certainement propre à beaucoup de pays au monde lorsqu'on parle d'agroalimentaire. Cette cohabitation des contraires, c'est une forme d'injonction contradictoire. Et je pense que vous l'avez traité un peu rapidement, cette injonction contradictoire, en associant citoyen et consommateur avec un trait d'union, comme si le citoyen consommateur était toujours citoyen lorsqu'il était consommateur. N'a-t-on pas en réalité un pays où nous sommes citoyens de bon matin, mais consommateurs passé le quart d'heure? Et je pense que cette injonction contradictoire, elle n'est pas anodine. Elle est même très profonde. Et cette injonction contradictoire, elle conduit le citoyen à demander toujours plus de transition nutritionnelle, environnementale. Mais le consommateur a parfois oublié, lorsqu'il est devant les étals et qu'il doit acheter des produits, que de bon matin, il était citoyen, il a demandé ces transitions, mais qu'une transition, ça se finance, ça se rémunère, ça a un coût, ça nécessite d'investir. Et la première réflexion que je voulais porter avec vous, c'est comment pouvons-nous, chacune et chacun, en fonction des métiers qui sont les nôtres, des fonctions qui sont les nôtres, lutter contre cette injonction contradictoire. Parce que ce qui est sûr, c'est que cette injonction contradictoire, elle va à l'encontre de la souveraineté alimentaire. Et elle va à l'encontre de la souveraineté alimentaire précisément dans notre pays. Cette injonction contradictoire, moi je vois plusieurs moyens d'y lutter, et certaines d'entre elles, vous l'évoquez dans le rapport. D'abord, il faut l'asséner. L'alimentation de qualité, cela a un coût. Et ça n'est pas un gros mot que de le dire. L'alimentation de qualité, cela a une valeur. Et je pense qu'on a, dans beaucoup de cas, d'un point de vue politique cette fois-ci, la nécessité d'affronter cela. Pendant des années, on s'est dit, on va faire des politiques sociales sur le dos de l'agroalimentaire et à la fin des agriculteurs. Je pense que c'est une folie. C'est une folie. C'est une facilité politique, mais c'est une folie. Ça fait 1 an que je suis ministre de l'Agriculture. J'ai été avant, pendant 3 ans, ministre de la Ville et du Logement. J'en ai mené beaucoup de politiques publiques, de politiques sociales. Et il ne faut jamais différencier, ou plutôt, il ne faut jamais assimiler une politique sociale avec une politique économique. L'agriculture, l'agroalimentaire, c'est une politique économique. C'est d'ailleurs les grands combats de Pisani, de Pompidou, qui sortent d'une économie très régulée et qui rentrent dans une politique économique agricole. Il ne faut jamais l'oublier. Et ensuite, de facilité en facilité, on s'est dit, tiens, on va parler pouvoir d'achat, et donc on va faire des politiques agroalimentaires, des politiques sociales. Quelle facilité! Et parfois, on l'a porté par la loi. La loi LME de 2008 est une loi totale de dérégulation qui, à la fin, a été présentée comme une loi pouvoir d'achat en disant faisons de la politique sociale sur la valeur de l'alimentation. Et je pense que c'est une erreur. Mais je pense que c'est aussi beaucoup de courage politique que de le dire tel que je le dis. Parce que ça veut dire assumer le fait que l'alimentation a une valeur. Et puis ensuite, il n'y a pas de petits sujets. Je vous donne un exemple très concret. Dans le débat public, s'est instaurée la dénomination du repas à 1 euro. Je pense que c'est une erreur. On ne devrait pas parler de repas à 1 euro. On devrait parler de repas dont le reste à charge est de 1 euro. C'est très différent. Parce que ça montre que l'alimentation, ça a une valeur. Si on veut une alimentation qui apporte sur son corps, c'est-à-dire d'un point de vue nutritionnel, celui de ses enfants, et d'un point de vue environnemental. La deuxième façon de lutter contre cette injonction contradictoire, c'est d'assumer le fait que si nous voulons des transitions, ces transitions, ça doit se financer. Et là aussi, c'est de sortir d'une forme d'injonction qu'on peut voir dans des débats, et des débats très démocratiques, parfois caricaturaux. C'est ce que moi je considère, par exemple, être la différence entre une écologie de l'injonction et une écologie de gouvernement. L'écologie de gouvernement, c'est dire une transition, ça a un coût. Toute transition a un coût. Toute. Et comment on fait pour accompagner, pour financer et pour créer de la valeur sur cela? Comment, dit autrement, et vous l'avez mis d'ailleurs dans votre rapport, comment arrive-t-on à créer de la valeur économique dès lors qu'on crée de la valeur environnementale? Ce n'est pas un gros mot, c'est même très bien de le faire en ce sens. Et on a plein de potentialités, le carbone, les externalités positives qu'on rémunère, mais prenons le sujet par ce bout-là, c'est-à-dire parlons compte de résultats d'un agriculteur, d'une industrie agroalimentaire, et voyons comment la création de valeur environnementale apporte de la création de valeur économique. Ce faisant, on participera à sortir de cette injonction contradictoire. Le troisième élément, c'est évidemment l'information du consommateur, évidemment. Parce que si justement on considère que
cette spécificité de notre agriculture tournée vers la qualité nutritionnelle et environnementale est telle que ça en fait une singularité, il faut informer le consommateur. C'est tout le débat qu'on a sur l'origine, très important à mes yeux. Songez aujourd'hui, on se bat, on va le sortir dans les tout prochains mois, que moi, père de 4 enfants, je ne sais pas l'origine des viandes dans les écoles de mes enfants. Or, quand vous mangez aujourd'hui un poulet ukrainien ou un poulet brésilien, vous n'avez pas du tout le même impact nutritionnel qu'un bon poulet français que vous aurez acheté ce matin au marché de Rungis. Absolument pas la même chose. Et donc, il faut absolument avoir cette origine. Parfois, cette solidarité nationale sur l'origine, elle est un peu vacillante dans notre pays, si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien dommage, parce que je pense que le sens de l'histoire, c'est évidemment la transparence et l'origine, et la confiance, comme vous le mettez à juste titre dans votre rapport. Le 4e élément, c'est évidemment l'éducation. Moi, je suis, je le dis souvent comme ça, je suis, je pense, l'une des dernières générations à qui on a vraiment enseigné la saisonnalité. Aujourd'hui, je vois mes enfants, pourtant ils ont un papa qui leur rabâche cela assez régulièrement, mais mes enfants ne sont plus une génération à qui on a appris la saisonnalité. Aujourd'hui, quand vous avez 10 ans, 12 ans, il est de coutume d'avoir tous les fruits et les légumes tout le temps. Or, même combat, l'apport nutritionnel d'un fruit ou d'un légume, en fonction de la saisonnalité, ça n'a rien à voir. Et donc sur l'éducation, c'est un grand combat qu'on mène avec Jean-Michel Blanquer. Moi, je pense qu'il faut aller encore plus loin. Au scolaire, très important, mais également dans les études supérieures. Les études de médecine, on parle très peu de nutrition, par exemple. Et je pense que c'est profondément une erreur. Et que le sens de l'histoire, c'est de remettre le volet nutritionnel dans les cours, d'aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, qui sont déjà des initiatives fabuleuses, les semaines du goût, les sensibilisations, mais il faut aller un cran plus loin, et j'en suis persuadé. Et vous faites des propositions, la dernière proposition de votre rapport là-dessus, que je trouve extrêmement intéressante. Bref, ma première réflexion, c'est de se dire, je pense que vous avez fait juste un pas vers la facilité en associant citoyens consommateurs, peut-être d'ailleurs parce que vous ne saviez pas comment le qualifier, parce que vous étiez dans un citoyen qui parfois n'était pas le même consommateur, ou le consommateur qui parfois n'était pas le même citoyen. Et que le terme qui fusionne les deux, que certains appelaient le conso-acteur, bref, aujourd'hui ce qu'on constate, c'est qu'on a encore un sacré chemin à parcourir. Chacun d'entre nous, et je crois que c'est d'abord, pour moi, cette pierre de l'édifice qu'il faut affronter. Le deuxième sujet, c'est la question entre l'offre et la demande, sur lequel je voudrais apporter aussi une piste de réflexion. Vous le mettez à 2 reprises dans le rapport, d'abord en disant qu'il faut faire une sorte de révolution culturelle, tels furent vos termes, et ensuite en disant qu'il faut absolument que l'offre s'adapte à la demande. Moi, je crois profondément que ce débat-là, il est déjà en œuvre depuis 30 ans. Je le disais Pisani tout à l'heure, le grand débat dans les années 60, c'est de faire en sorte que le monde agricole passe par une approche via la demande pour qualifier son offre. Et le monde agricole aujourd'hui l'a fait. Il l'a fait. Et donc, moi, je pense que le débat n'est pas du tout la question de l'offre et la demande. C'est déjà une réalité de ces entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. On est sorti de l'approche par le volume, de l'approche par une offre qui doit imposer une demande. Je pense que ce n'est plus une réalité. Par contre, la vraie question, c'est est-ce que le système pur de l'offre et de la demande, comme on peut le considérer dans les marchés, est un système qui, dans une économie ouverte, dans un marché commun, avec un citoyen qui parfois n'a pas le même comportement que le consommateur, ou plutôt un consommateur qui n'a pas le même comportement du citoyen, est-ce que le pur système de l'offre et de la demande est suffisant aujourd'hui pour assurer cette souveraineté alimentaire et notre modèle agricole ? Et à mes yeux, pourtant je suis assez libéral dans l'approche économique, mais à mes yeux, la réponse est aujourd'hui non. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en fait, on n'est pas dans un système en 2 dimensions offre-demande. On est dans un système en 3 dimensions, c'est offre-demande et modèle agricole à la française. Et c'est ça qui est très différent. La vraie question, c'est pas comment l'offre s'adapte à la demande, c'est comment l'offre dans le modèle agricole qui est le nôtre, auquel nous sommes extrêmement sensibles, peut conduire à s'adapter à la demande. Et là vient toute la difficulté. Parce qu'on ne parle pas suffisamment de notre modèle agricole. Mais notre modèle agricole, c'est un modèle qui ne rechigne pas du tout à parler compétitivité. Pas du tout. On parle beaucoup compétitivité, coût, modernisation des appareils de production, amélioration de la productivité. C'est très bien.
et ce n'est pas un sujet tabou. Mais par contre, notre modèle agricole à la française, c'est un modèle dont la principale compétitivité est de la compétitivité hors coût, c'est-à-dire la qualité. On a, et moi c'est la vision que j'ai pour notre agriculture, on a et on doit continuer à consolider une agriculture de production qualitative. C'est-à-dire faire tout ce qu'on peut sur la compétitivité coût, mais également asséner le fait que notre principale source de compétitivité, c'est de la compétitivité hors coût, c'est-à-dire le modèle de qualité. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête, de manière très stricte, parce que si on ne fait pas cela, on oublie par exemple que quand vous allez au bout des réflexions, par exemple, de la relation entre grands distributeurs et industriels, souvent, ces deux premiers disent « oui, mais il faut aussi que le monde agricole augmente en compétitivité coût ». Mais quand vous prenez de manière assez chirurgicale la chose aujourd'hui, c'est quoi la compétitivité coût dans tous vos métiers? C'est d'abord le temps de travail. Bon, vous allez passer une semaine dans une ferme agricole et vous revenez m'en parler après. 55 heures en moyenne. Ensuite, on va vous dire, c'est les taxes, les impôts de production, etc. Le monde agricole, en fait, vous n'aurez pas un agriculteur qui vous dit qu'il ne paye pas trop de taxes. Mais la réalité, c'est que, par exemple, vous n'avez pas d'impôts de production en agriculture. Donc, la taxation locale ou autre sont déjà des choses sur lesquelles on a fait énormément d'efforts. Donc, la source de compétitivité, elle n'est pas là. C'est évidemment, le troisième, c'est le volet des salaires. Alors là, pareil, je vous laisse aller expliquer au monde agricole qui gagne trop d'argent. Et le quatrième volet, c'est la compétitivité sur le volet de modernisation de l'appareil. On met le paquet là-dessus, plan de relance, 1,2 milliard. Ça marche très très bien d'ailleurs, on a un succès phénoménal. Mais la seule compétitivité coût qui reste, c'est quoi? C'est l'économie d'échelle. C'est la seule. Et tous ceux qui vous disent, en fait, il faut basculer le monde agricole dans un monde de compétitivité coût encore plus fort, sont des personnes qui, sans vous le dire, viennent à l'encontre de notre modèle agricole, qui est un modèle agricole qui ne passera jamais dans du gigantisme. Jamais. Comment voulez-vous aujourd'hui, et on ne le dit pas suffisamment, mais vraiment on ne le dit pas suffisamment, comment voulez-vous aujourd'hui qu'une ferme de truies qui en moyenne est 170 truies vienne concurrencer un élevage de truies américain qui fait en moyenne 10 000 truies? Comment voulez-vous, et c'est pareil avec de l'élevage laitier, qu'une ferme en moyenne 190 vaches laitières, et encore, c'est dans des endroits où il y en a beaucoup, hein. C'est considéré comme un élevage incroyablement important. Comment voulez-vous qu'un tel élevage vienne concurrencer ce qu'on peut voir avec des dizaines de milliers de vaches laitières dans certains pays? Comment une exploitation céréalière française va-t-elle, alors même qu'on peut considérer que c'est déjà grand, concurrencer une exploitation céréalière où c'est des zones à perte de vue avec parfois des centaines de milliers d'hectares? Et donc, c'est là où il faut réfléchir dans un marché ouvert de manière très franche, en se disant c'est plus qu'un sujet offre et demande, c'est un sujet encore plus fort qui est que le même citoyen n'acceptera jamais du gigantisme, jamais. Vous prenez aujourd'hui un élevage de volailles à chair, c'est en moyenne 40 000, c'est 50 fois plus en Ukraine. Essayez aujourd'hui de monter un élevage de volailles à chair dans notre pays. Vous avez une palanquée de recours, parce que le voisin ne veut pas du gigantisme. Et encore, il considère du gigantisme ce qui est très petit par rapport aux moyennes européennes. Et donc, pour moi, ce volet-là nécessite qu'on mette plus de régulation dans le propre sujet offre-demande. Et alors, cette régulation, on l'a portée, Jean-Baptiste Moreau l'a beaucoup portée au moment de la loi Egalim, avec une meilleure répartition de la valeur, avec une considération que comme la demande elle-même ne considère pas le modèle agricole français, c'est-à-dire la qualité et qu'une qualité, ça se rémunère, eh bien qu'il faut mieux réguler dans toute la chaîne de la relation commerciale. Ce qu'on a fait dans Egalim 1, ce qu'on est en train de faire dans Egalim 2, qui est passé à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, et qui va venir justement reconsolider ces règles de relations commerciales, qui vient en fait revenir sur la loi LME de 2008, qui était une loi qui a fait purement de l'offre et de la demande et qui a sorti un élément très important qui était la prise en compte de notre propre modèle agricole. Et je dis ça parce que tous ceux qui vont vous expliquer la main sur le cœur, on a la solution, c'est l'offre et la demande, sont des personnes qui en fait oublient, par facilité là aussi, qu'on a une spécificité, nous, c'est un modèle agricole qui est très différent. Et que si on veut un modèle agricole qui perdure, on doit le reconnaître comme tel et le prendre en compte comme tel. Mais notre modèle agricole, il a une valeur. Mais il a une valeur qui, inversement, implique de la rémunérer.
Et la troisième réflexion que je voulais porter avec vous, et pour ne pas être trop long, c'est, au regard de ça, quelle est l'équation économique ? Et cette équation économique, pour moi, elle est très importante, parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, évidemment, on ne peut pas avoir, c'est le b.a.-ba, de souveraineté alimentaire sans agriculteurs. Donc pour avoir des agriculteurs, il faut montrer comment aujourd'hui ce métier est un des plus beaux métiers qui puisse exister, un métier de passion, un métier qui assure cette plus belle des missions qui est de nourrir le peuple. Mais la passion, elle ne peut pas tout, il faut lutter en faveur de la rémunération, c'est ce qu'on fait avec les parlementaires, comme par exemple la loi Egalim 2. Mais il faut avoir à l'esprit qu'il y a un cran plus loin dans lequel il faut aller. Je vous disais, le modèle agricole, il peut être, à la française, il peut être remis en cause si on ne fait un pur libéralisme en disant, de toute manière, c'est l'offre qui doit s'adapter à la demande. C'est pas vrai. L'inertie est telle que si l'offre s'adapte uniquement à la demande, c'est pas la qualité qui va arriver en haut, c'est le prix. Et donc vous allez retomber sur la guerre des prix et pas sur la qualité. Et donc vous allez à la fin avoir une seule conséquence, c'est plus d'importation, plus d'importation et plus d'importation. Ça, c'est sur l'équation offre et demande. Mais qu'est-ce qui se passe vis-à-vis d'un des grands sujets du moment, qui est l'équation environnementale? Strictement la même chose. Et vous verrez, dans 10 ans, vous ferez un séminaire, je serai probablement plus là, en tout cas, j'espère être encore là, mais plus là en tant que ministre, mais dans 10 ans, vous ferez un séminaire, et vous vous souviendrez de ce que je viens de vous dire là. Vous allez voir, la façon qu'on a de prendre l'approche carbone aujourd'hui est une approche carbone, même sujet, c'est-à-dire on oublie la spécificité du modèle agricole français. Une vache produite en Uruguay a un meilleur bilan carbone qu'une charolaise chez Jean-Baptiste Moreau. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez des élevages de petite taille. Et donc si vous avez une approche purement carbone, quand vous avez un élevage avec 15 000 charolaises versus un élevage avec 150 charolaises, ramené à l'unité carbone, le bilan il est favorable sur la charolaise d'Argentine ou d'Uruguay, transport inclus. Mais pourquoi ? Parce que dans cette approche, vous ne prenez pas en compte la spécificité du modèle agricole. Quelles sont en revanche toutes les autres externalités positives qu'un élevage de nos territoires apporte sur l'environnement ? Énorme. Énorme. Mais sauf qu'en fait, une équation simple avec les modèles qu'on utilise aujourd'hui ne permet pas de la prendre en compte. Exactement même simplicité qu'entre offre et demande. Et ce sujet-là de l'équation économique et de l'équation climatique, on pourrait vraiment faire un parallélisme, sauf que l'équation économique, ça fait des années qu'on conduit, et il y a eu des fautes, y compris des fautes politiques, comme la loi LME, et on essaye de les réparer. Mais l'équation climatique, le chantier est devant nous. Et ce chantier, il est immense, il est très important. Parce que à la fin des fins, moi, je ne vais pas expliquer à mes enfants que la panacée, c'est d'aller apporter de la vache d'Argentine, parce que, 1, elle coûte moins cher, et 2, elle a un meilleur bilan carbone. On marche sur la tête. Elle coûte moins cher, elle a un meilleur bilan carbone au périmètre d'une équation que notre pensée collective aujourd'hui définit comme étant l'équation de cercle fini. Mais toutes les externalités positives, tous les apports sur l'environnement, tous les apports sur l'animation du territoire, sur son apport environnemental, n'est pas pris en compte dans ces équations simplistes. Et c'est là où on a un sujet très important. Et c'est pas pris en compte, et donc c'est pas suffisamment explicité vis-à-vis du citoyen consommateur, et donc à la fin des fins, le consommateur reprend la main sur le citoyen, alors que citoyen de bon matin, mais consommateur passé le quart d'heure. Et je crois que c'est l'ensemble de cette complétude qu'il nous faut absolument prendre en compte dans un think tank comme le vôtre, avec l'ensemble des recommandations que vous faites, parfois très précises, comme celui du renouvellement des générations, et vous faites des propositions que je trouve très intéressantes, notamment sur l'installation des jeunes, qui pour moi est un très gros combat. Le monde agricole est l'un des derniers secteurs économiques où, avant même de vous installer, vous devez d'abord vous endetter de 3 à 700 000 euros pour acheter. C'est très profond, c'est un rapport à la terre, c'est un rapport à ce qui va vous arriver après, et c'est pour ça que ce qu'on a fait là, c'est-à-dire on a passé des lois très importantes sur la retraite des agriculteurs, c'est probablement la meilleure des solutions pour l'installation des jeunes, parce que ça change votre rapport aussi à la terre, et je crois que c'est très important. Voilà, plus de questions que de réponses, mais vraiment un grand intérêt sur vos travaux, et désolé d'avoir été un peu long. Pas de souci. Merci Monsieur le Ministre, je vous invite à nous rejoindre là juste pour peut-être une ou deux questions.
avant que David vous pose une première question, je vais vous expliquer pourquoi on a mis un tiret entre citoyens et consommateurs. Parce que ça n'a pas été un petit débat, notamment avec l'aspect code typographique qui nous dit quel est le sens d'un tiret ou d'un slash. Et donc, en fait, le slash, il oppose et le tiret, il rapproche. Et donc, on a préféré espérer que ces deux mots se rapprochent plutôt que visuellement de les opposer avec le slash. Alors, je ne sais pas si on a eu raison, mais au moins, vous avez une réponse typographique. Voilà. David. Peut-être une première question, de manière sous-jacente, quand vous parlez d'évolution de la consommation, l'évolution de la production, quand même, ce que vous décrivez, c'est un monde peut-être plus qualitatif, mais où tout risque de coûter quand même un peu plus cher. Et dans un monde ouvert, dans une économie qui n'est pas administrée, finalement, vous vendez aussi une forme de promesse d'inflation qui n'est pas forcément compatible avec le consommateur. Et vous voyez, vous retombez dans les travers que j'évoquais. Et ayez le courage de dire, mais c'est normal qu'une alimentation qui apporte plus sur votre santé puisse être rémunérée comme telle. L'alimentation, au-delà de l'alimentation pour le plaisir, on l'oppose à l'alimentation pour simplement apporter ce que machinalement on fait matin, midi et soir, c'est-à-dire se nourrir. Mais on oublie une approche, c'est que l'alimentation de qualité, elle influe sur deux des paramètres les plus importants pour l'être humain, c'est-à-dire son corps, celui de ses enfants, sa santé, et puis son environnement. Mais pourquoi diable cela n'aurait pas de valeur ? Quand vous prenez le poids moyen de l'alimentation dans le revenu des ménages depuis les années 70-80, c'est en chute libre. Alors ça restagne un peu, mais enfin vous êtes dans un niveau où en fait l'alimentation a perdu sa valeur. Mais moi je ne dis pas, par corporatisme quelconque, le sujet c'est uniquement le revenu des agriculteurs. Je le prends sur une vision de plus long terme. Je dis le sujet, c'est le revenu des agriculteurs de facto, tout simplement parce que l'agriculture de qualité qui vous apporte de quoi subvenir à vos besoins, mais surtout une bonne croissance, la bonne alimentation, la protection du consommateur, la qualité nutritionnelle, et l'environnement protégé, c'est une alimentation à la française, quoi qu'en disent certains, c'est une alimentation à la française, et que cette alimentation permise par l'agriculture à la française, il faut la préserver. Sauf qu'il y a un hic, c'est que ça a une valeur, et donc cette valeur, ça a un coût. Et donc vous, dans votre question, vous dites oui, mais ça va être une inflation. Mais c'est pas aux agriculteurs de payer sur son compte de résultat, par générosité, même si le monde agricole est un monde très généreux, l'ensemble du coût d'une alimentation de qualité pour tous les Français. Alors l'une des façons de faire payer le consommateur, l'une des façons de faire payer le consommateur, c'est de lui donner des éléments de valeur tangibles. L'origine en est une. Si on vous écoute, c'est la seule barrière qu'il y a à cette forme de mondialisation de l'alimentaire, où la vache elle arrive d'Uruguay, ou d'autres exemples encore, ou le poulet d'Ukraine. En l'état actuel de ce que l'on fait, et notamment d'Egalim 2, on ne peut toujours pas donner au consommateur l'information précise de l'origine. On a même plutôt reculé confère l'arrêt du Conseil d'État. Alors, ce n'est pas l'arrêt du Conseil d'État, c'est l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Qui a été confirmé. Qui a été juste dupliqué. Oui. Non, je dis ça parce que c'est un de mes grands... Mais ça n'empêche pas le fond du problème qui est de dire comment on donne aux consommateurs des éléments tangibles de l'origine si on veut préserver le modèle agricole à la française. Parce que moi c'est un de mes... à la française et pas à l'européenne. Hein. Moi, c'est un de mes grands combats, ce sujet de l'origine, mais vraiment un de mes très grands combats, parce que je pense que aujourd'hui, ce modèle agricole à la française, il faut d'abord le montrer, l'expliciter, et dire que c'est justement ce modèle de qualité nutritionnelle et environnementale. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas continuer à l'améliorer. Je me bats tous les jours pour continuer à l'améliorer. Mais ce que je veux dire, c'est que ce modèle-là, il doit être fondé sur la qualité, et donc continuons à investir, à moderniser, à passer ces sauts qualitatifs, nutritionnels et environnementaux, mais à la fin des fins, ce qu'il faut, c'est pas opposer les cultures les unes aux autres au sein de la Ferme France, c'est dire Ferme France égale qualité nutritionnelle et environnementale. Et ensuite dire aux consommateurs origine France. C'est ça le sens, moi je pense, de l'action collégiale qu'on doit mener. Bon. Une fois qu'on a dit ça, deux réflexions. La première, c'est qu'effectivement, l'origine est une compétence européenne. Pourquoi ? Parce que ça peut se comprendre sur un marché commun que cette origine soit traitée au niveau européen, et puis parce que de manière générale, l'information du consommateur sur un marché commun, c'est bien qu'elle soit unifiée.
à l'évidence. Mais ceci ayant été dit, aujourd'hui, on ne va pas du tout assez loin, et c'est un vrai combat pour moi, que d'améliorer l'étiquetage d'origine. Alors on fait plusieurs choses. D'abord, grâce à la loi Egalim, je vous passe les méandres légistiques le permettant, mais enfin, dans les prochains mois, on va pouvoir indiquer l'origine de toutes les viandes, et pas que de la viande de bœuf, dans les cantines scolaires. Deuxièmement, tout ce qui aujourd'hui est fait de manière, comment dirais-je, pas obligatoire, volontaire par les entreprises sur l'origine, c'est là aussi, ça se développe de plus en plus, c'est le sens de l'histoire, que ce soit sur l'origine ou d'ailleurs sur la rémunération, regardez le succès d'opérations comme de création de marques comme C'est qui le patron, etc. Et troisième élément, il faut se battre au niveau européen pour aller encore plus loin sur l'origine. C'est ce qu'on a fait là dans la loi Egalim 2. Ça a parfois été mal compris, donc je profite de votre estrade pour vraiment repréciser. Dans la loi Egalim 2, on laisse exactement tout le panel des origines tel qu'il existe aujourd'hui. On dit juste que, en fait, l'Europe nous permet, à nous, autorités, d'imposer l'origine dès lors que le produit, la qualité du produit peut dépendre de là où il vient. C'était par exemple pour ça qu'on a réussi à faire des bougies ces dernières années sur la viande de bœuf, parce qu'il y avait eu le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes, vous vous souvenez? Et donc on a pu imposer l'origine du bœuf, mais pas des autres. Et ce que dit la loi Egalim 2, elle, tout simplement, au lieu que ce soit l'autorité étatique qui fasse le contrôle par elle-même pour dire ensuite aux entreprises, on considère que vous avez un lien entre le produit et la qualité de celui-ci en fonction de son origine, alors on vous impose l'étiquetage. La loi Egalim 2 dit, eh bien maintenant c'est l'entreprise elle-même qui devra d'elle-même se poser la question et donc le mettre dès lors qu'elle peut démontrer. Bon. Ça c'est ma première réflexion. Et j'insiste juste sur une deuxième réflexion qui fait quoi vos deux points. Dans le débat sociétal du moment, moi je suis toujours, et j'espère qu'un jour ça changera, mais je suis toujours estomaqué du fait que y compris ceux qui représentent la société civile, aujourd'hui je pense, leur combat est très important et je les respecte beaucoup, mais aujourd'hui je pense que les regards ne sont pas pointés vers le bon endroit. Aujourd'hui, c'est quand même un sport national que de certains, hein, vraiment de certains, et je trouve que les choses sont en train de changer, mais de certains que d'essayer de dénigrer ce qu'on fait nous, notre agriculture. Mais le combat des représentants de la société civile devrait être beaucoup plus, à mes yeux, sur ce que je viens de dire. Les représentants de la société civile devraient, précisément parce qu'ils sont représentants de la société civile, dire aux consommateurs, eh bien oui, il faut payer un peu plus cher son alimentation pour avoir de l'alimentation de qualité. Ce débat-là, dans la société, on ne l'a pas. Pourquoi? Parce que c'est politiquement difficile, parce que ça fait jamais plaisir, et puis parce que vous avez un journaliste comme David qui vient vous voir en vous disant hey, mais vous ne pouvez pas avoir un discours pro-inflationniste. Mais je dis pas, moi je suis pas du tout un discours pro-inflationniste, je dis juste, je pense que pour notre société, c'est bien d'avoir une alimentation de qualité nutritionnelle et environnementale, et je dis juste qu'à la fin des fins, ça peut pas être l'agriculteur qui finance la qualité nutritionnelle de tous les Français, ou sinon, il faut dire que c'est à ce moment-là la solidarité nationale qui vient financer tout ça, mais c'est une autre façon que de dire aux consommateurs il faut payer à sa juste valeur la qualité nutritionnelle. Olivier, c'est nouveau de dire question. ça. Hein, il faut avoir ce courage collectif que de dire ça. Une toute dernière question, très courte, sur l'éducation alimentaire. Vous en avez parlé comme étant l'une de nos recommandations sur laquelle on appuie beaucoup, indépendamment de vos fonctions de ministre, évidemment, parce qu'elles vous empêchent de le faire. Est-ce que vous signeriez une pétition sur le thème « Mettons l'éducation alimentaire dans les programmes de l'éducation nationale ». Est-ce que le parent que vous êtes pousserait une telle idée, c'est-à-dire c'est pas le mettre dans la semaine du goût, tout ça est bien, mais il y a une forme d'inégalité parce que c'est pas partout et pour tous. Alors que les programmes de l'éducation, c'est partout et pour tous. Est-ce que vous pousseriez ça, le parent que vous êtes? L'avantage quand vous êtes ministre, c'est que vous avez les leviers d'action. Oui, mais vous n'êtes pas de l'éducation nationale. Outrepasser sur... Oui, alors modulo le fait que j'ai quand même toute la responsabilité de l'enseignement agricole. Donc je suis quand même le ministre de l'enseignement agricole et c'est plus de 200 000 écoliers étudiants. Alors, rien à voir avec l'éducation nationale. Mais enfin, j'ai dans mon portefeuille ministériel une responsabilité de l'école qui est très importante. Mais c'est surtout un sujet sur lequel j'échange très très régulièrement avec Jean-Michel Blanquer pour aller encore plus loin que ce qu'on fait. On a fait des avancées. Je vais vous dire, la première des avancées,
c'est quand même aussi de faire en sorte que ce qu'on donne à manger à nos enfants dans les écoles, eh bien, ce soit de la bonne qualité. C'est quand même la première des avancées, parce que si le matin en cours vous expliquez à tout le monde voilà ce que c'est que la nutrition, et puis le midi à l'école vous avez un truc qui ne correspond pas du tout à ce qu'on vous a enseigné le matin, en termes de parcours pédagogique, je ne suis pas sûr que ce soit le mieux. Mais est-ce que l'éducation alimentaire, à vos yeux, est un savoir aussi fondamental, par exemple, que les mathématiques, ou l'anglais, ou le français? Est-ce que ça fait partie de la vie, de la formation des jeunes Français? Mais à fond. Moi, je suis à fond pour l'éducation alimentaire. Et on va continuer à creuser ça sur le prochain travaux. Je le dis, c'est dans les cours, c'est dans les cantines. Et c'est très important. Mon grand combat dans les cantines, c'est la qualité de ce qu'on... Quand je vois que dans des terres d'élevage, mais dans des terres d'élevage, certaines cantines importent du bœuf qui vient de je ne sais où, alors qu'on est sur une terre d'élevage, je me dis qu'on n'est pas encore au bout des choses. Je vous donne juste, et je me tais après, un point qui est très important pour moi qu'on finance dans le cadre du plan de relance, c'est ce qu'on appelle des plans d'alimentation territoriaux. Et on met le paquet, on le finance à hauteur de 80 millions d'euros pour créer à l'échelle des territoires des liens entre le producteur jusqu'à la cantine. Pour faire ici la légumerie, la conserverie et permettre enfin aux gestionnaires de la cantine d'avoir accès facilité à ces produits de qualité. Et je crois que c'est très important. Bref, un maître mot, la qualité, la qualité et la qualité. C'est ça notre modèle, on doit le dire comme tel. Ça doit être rémunéré, mais c'est le sens de l'histoire, à n'en pas douter. Merci, monsieur le ministre. Pour ceux qui nous regardaient à distance, on se retrouve dans quelques instants, le temps de rajouter 2 chaises. À tout de suite. À tout de suite.